Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 35e épisode avec Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Pierre. Salut Eric. Et Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Salut Florent. Bonjour Eric. Alors messieurs, on parle des vacances en deux mots. Je crois que ça a été assez court pour vous. Tout de suite, tes sujets douloureux. Écoute, non, sur Automobile Propre, on est resté sur le pont pendant tout l'été pour avoir une rentrée qui va être riche en nouveautés, en nouvelles rubriques. Mais bref, je n'en dis pas plus. On en reparlera très bientôt. Alors, pour ce qui me concerne, et pour faire une petite parenthèse, parce que ça concerne nos sujets, moi, j'ai eu l'occasion pendant cet été de faire un petit road trip en voiture électrique d'environ 3000 km dans l'ouest de la France, de la Bretagne au Pays Basque pratiquement, et en passant par la Normandie. Et le bilan que j'en tire, c'est que je n'ai rencontré absolument aucun problème de recharge. C'est impossible, Eric. C'est impossible. On nous a promis la fin du monde, l'apocalypse, des queues pendant des heures. Je pense c'est vrai. Non, vraiment, c'est pas passé comme ça, donc. Non, ça c'est. J'ai même fait de temps en temps des petits posts sur les réseaux sociaux pour montrer quand j'étais par exemple en charge sur des stations Tesla, notamment le 30 juillet qui était le plus gros jour de chassé-croisé cet été. J'étais sur une station Tesla à Montluçon. Alors évidemment, il était 7h30 du matin, mais j'étais seul. C'est une station Tesla où il y a 8 bornes Tesla et à côté 5 bornes Ionity. Donc ça fait, si je compte bien, 8 et 5, 13 bornes. Sur les 13 bornes, j'étais la seule voiture. Alors, je ne prends pas mon cas pour une généralité. Il y a eu des bornes saturées, il y a eu des stations saturées, c'est sûr. Il se trouve que moi, je suis passé à travers les gouttes, et que toutes les charges que j'ai pu faire se sont bien déroulées. Ce qui est intéressant, c'est que sur 3 semaines et je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de recharges que j'ai faites, qui étaient parfois des petites recharges d'appoint. J'ai fait à peu près 5 recharges chez Tesla, et le reste, je l'ai fait sur des bornes de recharge de villages, là où je passais, pendant que je faisais une course, pendant que je me promenais sur le marché, pendant que j'allais à la plage, pendant que j'allais faire une visite. Et à chaque fois, ça s'est très très bien passé, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les petites bornes qu'on trouve sur les places de villages et de petites villes fonctionnent bien, généralement, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. J'ai eu à faire face seulement 2 fois à des bornes qui ne démarraient pas, qui étaient en panne. Mais c'était pas grave parce que c'était juste une charge d'appoint et j'avais largement de quoi faire pour continuer mon trajet. Et c'est les 2 seules fois. Le reste du temps, que ça soit même dans le fin fond de la Bretagne ou en Normandie ou dans les Landes, ça a fonctionné. Donc ça a vraiment été une expérience intéressante et finalement très encourageante, parce que j'ai l'impression que là, on est vraiment dans un basculement où ça commence vraiment à bien fonctionner, même si on est conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour déployer les infrastructures, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Voilà, fin de la parenthèse me concernant. Alors, concernant le podcast, je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait aussi le podcast à gagner en visibilité. Petit mot pour saluer l'un de nos auditeurs et lecteurs aussi probablement, qui s'appelle Julien et qui est au Canada, et qui m'a envoyé un gentil mot nous disant qu'il roulait en voiture électrique depuis de très nombreuses années, qui pour lui, il était évidemment hors de question de revenir en arrière. Et voilà, donc un point de vue très positif sur la voiture électrique. Et Julien a 81 ans, donc c'est quelqu'un qui est quand même très ouvert à l'innovation et qui l'a prouvé dans son petit mot. Donc je salue Julien et j'espère qu'il nous écoutera sur ce podcast. Tout de suite, les premiers sujets. Alors, premier sujet sur lequel on voulait un petit peu creuser, c'est les ZFE, c'est-à-dire les zones à faible émission. Et donc, il y a des nouveautés à partir du 1er septembre, Florent. Ah oui, alors bon, déjà, c'est vrai que ceux qui roulent en électrique ou en hybride, ils sont pas vraiment encore concernés, mais après, oui, c'est une question d'écologie, car les nouvelles règles, c'est de bannir les véhicules les plus anciens au fur et à mesure pour donc un peu dépolluer nos centres-villes. Donc, parmi des nouvelles règles, ça se corse par exemple à Lyon. Jusqu'à maintenant, les restrictions, elles concernaient utilitaires et poids lourds. Et là, c'est la première étape pour les voitures particulières, donc avec une interdiction des critères 5 et des non classés.
Il y a aussi, une entrée en vigueur pour les voitures particulières à Rouen. À Toulouse, ça se corse un petit peu pour les utilitaires et surtout, c'est par exemple au 1er septembre, la création de la ZFE à Marseille. Donc là, elle concerne l'hypercentre de la ville avec, directement, un bannissement de véhicules particuliers. Là, il n'y a pas eu l'étape, souvent un petit peu, préliminaire des utilitaires, des poids lourds. Là, c'est direct les véhicules particuliers avec, critère 5 et non classés. Donc là, ça concerne vraiment les véhicules les plus anciens. Alors, ces ZFE, donc ces changements, en fait, comment ils vont être annoncés? Quels sont les modes d'information des usagers et des consommateurs? Je pose cette question, de façon un peu candide parce que, moi, en tant que je suis au courant de ces évolutions parce que je travaille avec Automobile Propre. Si j'étais pas avec Automobile Propre, et si je m'intéressais pas de façon, assez, rapprochée à la voiture électrique et aux évolutions de l'énergétique, je sais pas si je serais au courant. Donc comment ça fonctionne? Quels sont les modes de communication? Moi, je suis lyonnais, par exemple, j'en ai pas du tout entendu parler de cette évolution, qui est pourtant imminente. Et ben ça se confirme parce qu'il y a souvent des sondages qui sont réalisés, au niveau, local, qui montrent que, les locaux ne sont vraiment pas vraiment au courant, des règles. Donc c'est vrai que la communication, manque. Bah, en fait, c'est décidé au niveau de la municipalité ou de l'agglomération, donc la communication est gérée à ce niveau-là. Donc à part, un bulletin municipal ou les réseaux sociaux, locaux, en fait, vraiment le principal relais, bah, oui, c'est la presse. Donc tu dis Automobile Propre et surtout la presse locale, donc tous les journaux, vraiment, départementaux, régionaux qui vont en parler. Il y a sûrement aussi un peu des panneaux d'information, mais c'est vrai que oui, ils sont les conducteurs ont vraiment, sont souvent largués, face aux nouvelles mesures. Alors, généralement, pour faire, passer la mesure, la meilleure information, c'est la période dite pédagogique. Par exemple, à Lyon, là, il y a la règle se durcit au 1er septembre, mais les premiers PV vont tomber, qu'en 2023, début 2023. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est cette période-là qui va servir d'information, c'est qu'il va y avoir des premiers contrôles pédagogiques où là, vraiment, le but, c'est pendant ces 4 mois de faire circuler l'information. Mmh, d'accord, je vois. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, quand on roule en voiture électrique, est-ce qu'on doit obligatoirement, arborer une vignette critère? Parce que moi, j'ai une voiture électrique, j'ai jamais mis de vignette critère, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, pour rouler dans les ZFE, oui, il faut respecter la consigne, mais il faut avoir la vignette, car justement, c'est par là que va se faire le contrôle des forces de l'ordre. Ça regardera d'abord sur votre pare-brise quelle est la vignette. Et donc, le défaut de vignette, rien que, on peut être un véhicule autorisé à circuler, mais ne pas avoir la vignette est déjà, peut déjà être une contravention. Comme quand on est assuré et qu'on a oublié de mettre la vignette sur son pare-brise. Donc en fait, c'est une question d'affichage pour faciliter les choses et les contrôles. Ça pourrait pas fonctionner juste avec l'immatriculation. Ça peut fonctionner avec l'immatriculation, mais déjà, bah, aux forces de l'ordre, ça leur demanderait plus de temps Mmh, de mmh, contrôle, parce qu'il faut rentrer dans la base de données, du véhicule, parce que le véhicule peut être, avoir été réimmatriculé, surtout les plus anciens, quoi. d'accord. Maintenant, l'immatriculation est définitive, mais les plus anciens ont été réimmatriculés entre-temps. En fait, ce Mmh, qui définit la vignette critère, c'est l'année de première mise en circulation du véhicule. d'accord. Pierre, ça t'inspire quelque chose, ces nouvelles restrictions? Écoute, moi qui suis fraîchement arrivé à Strasbourg, ça fait déjà quelques années donc que j'ai pu voir l'arrivée justement des ZFE en région parisienne. Euh, et c'est exactement ce que tu dis. Il y a un problème de communication, c'est-à-dire que les gens ne savent pas. Et les gens ne savent pas et continuent donc de rouler comme ils roulaient avant, avec probablement des voitures qui n'ont plus le droit de rouler. Mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça s'accompagnait pas non plus De de contrôle? contrôle, de vérification aux portes de Paris, par exemple. Ce qui fait que il y a une loi qui existe, les gens sont pas au courant et la police ne fait rien pour l'appliquer. Donc, moi, je trouve que je trouve que c'est pourtant les ZFA, je trouve que c'est quand même une démarche qui est louable et qui peut directement influencer la qualité de l'air aux endroits les plus pollués et les plus concentrés en population, c'est-à-dire la ville. Mais visiblement, il y a une motivation pour passer de la loi, mais il n'y a pas une
motivation derrière pour l'appliquer. Donc on va voir si c'est différent. Mais pour l'instant, si on en croit justement ce manque de communication qui continue, peut-être que le manque d'application derrière continuera aussi. Donc c'est dommage, c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau qui est on perd du temps encore une fois. Est-ce que moi la question que je me pose, c'est en fait la dénomination ZFE. Je trouve elle est pas elle est pas appropriée en fait, parce que on parle de zone à faible émission, c'est-à-dire que cela concentre le sujet sur uniquement la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les émissions de CO2. Hein, c'est ce qu'on comprend dans zone à faible émission. Or, le projet, à mon avis, dépasse largement ce cadre, parce que qui dit moins de voitures en ville dit effectivement moins de pollution au CO2, mais à mon avis, ça reste marginal par rapport aux autres bienfaits d'une zone à faible émission, c'est-à-dire moins de bruit, moins de pollution sonore. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et puis également plus de tranquillité dans les centres-villes, et aussi également plus de sécurité pour les autres usagers, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, etc., etc. Éventuellement, peut-être un petit peu moins d'incivilité aussi. Donc ça fait beaucoup de sujets qui sont réunis sous une bannière zone à faible émission, alors que je l'aurais plutôt nommé ZFN, c'est-à-dire zone à faible nuisance, par exemple, ou ZFNA, zone à faible nuisance automobile. Cela dit, l'idée de la zone à faible émission, parfois on peut se demander aussi si c'est pas un peu de la poudre aux yeux. On va pas parler de greenwashing, parce que sinon on n'en finira pas et on va évoquer le greenwashing sur tous les sujets. Mais finalement, si on regarde les voitures qui sont limitées, qui n'ont plus accès aux zones à faible émission, c'est quand même des voitures très anciennes. Hein, c'est des voitures d'avant 97 ou des diesels d'avant 2006. Généralement, je ne connais pas le parc que représentent ces voitures-là, mais ça doit pas être énorme. 2006, c'est plus récent, bien sûr. Mais 97, ça commence quand même à dater. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact si on considère que, je sais pas, que c'est 5% des voitures du parc qui est d'avant 97? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses de leur interdire un périmètre finalement très restreint, un train en centre-ville? C'est la question qu'on peut se poser. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a ça, et puis il y a toujours la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui prennent leur voiture alors qu'ils pourraient prendre les transports en commun. Mmh. Mais il reste quand même, faut pas négliger un certain pourcentage de la population qui n'ont pas accès à des transports en commun. Moi, je parle notamment en région parisienne, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture qui leur permettra de rentrer dans une ZFE et qui se trouvent exclus. Donc ça se trouve, c'est le point faible, je trouve, de ces dispositifs, c'est que c'est aussi quand même ça défavorise un peu plus les gens qui ont les moins de moyens. Mmh, mmh. Et du coup, le classe G 63 MG tout neuf à la sortie de la concession, il pourra, avec sa belle vignette Critère 1, il pourra continuer de C'est vrai. traverser Paris en faisant beaucoup de bruit. Et Mmh. tandis que la petite Clio essence du début des années 2000, lui, il pourra pas rentrer. Donc il y a à ce niveau-là peut-être quelque chose pas peut-être, même il y a quelque chose à affiner. Mmh. Il y a des effets de bord effectivement qui seront peut-être améliorés dans un deuxième temps, c'est sûr. Deuxième sujet, sans transition, les premières NIO ET7 sont en route pour l'Europe. Alors NIO ET7, c'est pas un code secret, c'est le nom d'une nouvelle. Alors NIO, c'est une marque chinoise, et ET7, c'est le nom d'un modèle qui est une berline qui me semble assez bien réussi d'un point de vue esthétique et d'un point de vue aussi équipement et finition. Et ces voitures-là sont en route pour l'Europe. Elles vont donc débarquer en Europe. Et la question qu'on peut se poser, Pierre, c'est est-ce que c'est le vrai début de la tant redoutée invasion des voitures chinoises, des voitures électriques chinoises sur le marché européen? Alors on a déjà des prémices de ça, hein. On a notamment les dernières nouveautés de MG qui sont notamment la MG4 là, qui est très attendue et qui à mon avis va faire très très Mmh. mal, mais c'est les marques chinoises où on les attend, c'est-à-dire qui arrivent avec des voitures moins chères que les autres. NIO, c'est différent. NIO, eux, ils arrivent avec un niveau, on va dire, de raffinement
et de technologie qui est à même d'attaquer de façon frontale même les références européennes de type allemande, quoi. Donc ils chassent directement sur ces terres. La première voiture qu'on a vu arriver en Europe, c'était le S8. Alors ils arrivent tous par la Norvège, mais ça c'est un petit peu traditionnel, c'est le marché le plus ouvert. Ils testent un petit peu Mm. là-bas. Le S8, c'est un gros SUV, on va dire de la taille d'un Model X, et que justement dont vous pouvez lire l'essai en exclusivité sur Automobile Propre par notre Maxime Fontanier national, qui était très impressionné justement par la maturité de cet engin-là. Ouais. Le T7, c'est la deuxième vague. Là, on est dans de la grande berline, 3 volumes, qui arrive aussi. Et oui, et ils font NIO fait très peur et a toutes les raisons de faire peur parce que ils arrivent en plus avec des technologies novatrices, notamment le swap de batterie. Et puis ils ont des moyens extraordinaires. Et puis je peux vous dire, l'Europe, donc eux ils arrivent par la Norvège, mais ils vont pas, ils ont un plan pour avancer pays par pays. Normalement, la France on y aura droit dès l'année prochaine, donc demain, hein, on peut le dire. Et ils vont décliner. Ils ont toute une gamme complète, berline SUV, de plus grand au plus petit. Et pour eux, en plus, l'Europe, c'est une étape. Ils commencent déjà à discuter des implantations aux États-Unis avec des usines sur place. Donc voilà, on peut dire qu'il y a des moyens extraordinaires, il y a des voitures qui sont technologiquement et puis aussi en matière de finition à la hauteur de la production européenne. Donc ouais, NIO, c'est un petit peu, je vais le dire, hein, ça va faire hurler, c'est un peu le nouveau Tesla, c'est le Tesla chinois, c'est vraiment une vague. Et à mon avis, il faut regarder de près leur production parce que c'est un des grands noms de demain au niveau mondial, ça c'est sûr. Alors ils arrivent par la Norvège qui est effectivement connue aujourd'hui pour être très en avance sur l'électrification, mais justement aussi un marché test Ouais, pour les Asiatiques qui veulent s'implanter en Europe. Et c'est un petit peu le cheval de Troie des constructeurs asiatiques. Mais comme tu le disais, effectivement, là, ils n'arrivent pas seulement en Norvège, où ils sont déjà présents d'ailleurs, mais ils vont investir, ils vont s'installer pratiquement dans le même temps aux Pays-Bas, au tout Danemark à et en fait. Suède. Ouais, Et ouais, puis ouais. après, probablement en Allemagne assez rapidement. Donc pour parler un peu de cette voiture, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc la ET7, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est une grande berline 3 corps, 3 volumes. Ça correspond un peu, alors toujours pareil, si on veut comparer, c'est un petit peu les volumes d'une Tesla Model T'es S. obligé de le dire. Euh, Ouais, après, si on veut comparer à des voitures thermiques ou hybrides récentes, on va dire, on est plutôt situé sur de la BMW série 5 ou de l'Audi A6. Donc, effectivement, on va dire une berline statutaire. Alors, par contre, on connaît pas vraiment encore, il y a pas mal de caractéristiques qu'on ne connaît pas vraiment encore, hein, c'est-à-dire la réelle autonomie en WLTP, et puis je crois même les prix. Je suis pas sûr qu'on ait les prix encore Pas à ma connaissance, non. sur Après, cette on voiture. Ouais. peut, si on s'inspire on connaît par contre les fiches techniques de le S8, donc le Ouais. SUV qui l'a précédé. On est Mm. sur vraiment des batteries de forte capacité et des puissances Ouais. au-delà de 500 chevaux. Ouais, donc ils sont pas en retard à ce niveau-là. Il y a même des packs de batterie, là, notamment sur le S8, qui atteignent 150 kWh. On n'a même pas ça en Europe. Les plus grosses, les constructeurs atteignent pas ces tailles de batterie. Après, l'efficience est pas forcément au rendez-vous sur ce genre de véhicule énorme, mais ils savent faire déjà. Mm. Donc Mm. c'est quelque chose déjà. Mm. C'est leur façon à eux d'aborder la quadrature du cercle, c'est-à-dire grosse batterie avec beaucoup d'autonomie, mais avec le pendant voiture imposante et voiture assez lourde. Tout à fait. Florence, t'aimes bien cette marque ou ça te laisse indifférent?
Oh, moi je trouve en fait, je trouve qu'avec les Chinois, puis même avec tout un tas de marques, en général, on va avoir une overdose de nouvelles marques, de nouveaux modèles. En plus, ils visent un peu tous l'Europe en même temps. Donc j'ai l'impression qu'on va être noyés sous ce ce genre de marque, on va être perdus. Donc après, bah, oui, je connais, mais je veux dire, voilà, j'ai pas encore vraiment d'avis. Moi, j'en ai pas encore vu en vrai, quoi, en réel. Donc voilà, ça sera sûrement la découverte, sûrement pareil quand je vais en croiser une en vrai, je serai un peu comme, certains de nos lecteurs qui diront: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Bah, voilà, cet été, j'ai vu, j'ai croisé un Airways, je me disais: «Mince, c'est quoi déjà ça?» En fait, je connaissais quoi, mais c'est vrai que c'était l'un des premiers que je croisais sur un On a parking de peut-être croisé le même, supermarché. hein, parce que j'en ai vu un aussi, donc Ah bah, peut-être, il y en a pas beaucoup, je mais en pense. fait, voilà, moi ce que j'avais voilà aussi, ça m'a fait penser à autre chose, c'est de me dire que la voiture électrique, le marché électrique fait tomber des barrières d'a priori, je trouve, sur les marques, les nationalités. Voilà, quand j'ai vu ce modèle, je me suis dit: «Tiens, ça doit être sûrement un Norvégien, un Hollandais qui était en vacances». Puis là, je vois que c'est un Français. Je dis: «Mais bon sang, un Français qui achète ça?» Mais, voilà, il n'était pas à côté de sa voiture, sinon je serais allé lui demander en disant: «Mais pourquoi vous avez acheté ça, en fait?» Mais, donc voilà, je trouve que ça fait tomber, voilà, c'est ça qui peut faire, enfin qui peut faire peur, voilà. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, je pense pas, quoi. Chaque marque aura sa chance et il y aura une concurrence. Je veux Mmh. dire, les marques chinoises, elles peuvent jouer là-dessus, c'est que l'électrique, je trouve, fait tomber la barrière de l'a priori, Mmh. il suffit de voir, les très bons chiffres de MG en ce moment en France, quoi, même s'il y a aussi la dimension prix, qui joue beaucoup. Mmh, bien sûr. Ça fait tomber plusieurs barrières, les barrières technologiques aussi, puisque l'accès, il y a moins de barrières à l'entrée pour construire une voiture électrique, en tout cas du point de vue, structure, mécanique et nombre de composants et on en a déjà parlé effectivement et aujourd'hui la nouvelle référence en matière d'automobile pourrait bien basculer du côté de la Chine et du côté de l'Asie. Autre sujet, alors pareil, une autre marque qui va débarquer, qui celle-ci n'est pas chinoise mais américaine et qui n'est pas Tesla, c'est Fisker. Alors Fisker, c'est une marque qui existe depuis quelques années aux US et qui a, après plusieurs velléités de lancer des modèles électriques plutôt orientés sport et exclusives, a mis au point un SUV qui semblerait rencontre un énorme succès au niveau des précommandes parce qu'il n'est pas encore disponible, Pierre. Exactement, alors il est disponible un peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a même le site est disponible en version française avec les prix français, en ligne, actuellement. Gros succès effectivement, parce que Fisker a annoncé avoir, reçu plus de 50 000 réservations et vu le rythme, auquel ça augmente, ils pensent même atteindre 80 000 unités avant la fin de l'année 2022, ce qui est absolument considérable. Alors faut dire que, ce Fisker Océan, eh bien il est bien placé au niveau tarif parce que, c'est un SUV évidemment, qui fait, pas loin de 4,80 m, donc qui est dans la catégorie du Tesla Model Y ou alors du BMW X3, ou Mustang Mach-E même. Mais au niveau tarif, il a quand même une version d'entrée de gamme, qui est annoncée à 41 900 €, ce qui est, quand même assez agressif, surtout que, bah, il se montre, extrêmement bien équipé, et qui a une autonomie, tout à fait respectable de 440 km, 280 chevaux et surtout qui se place un petit peu dans la catégorie premium. Voilà. Donc ça, c'est la version d'entrée de gamme. Après, évidemment, il y a une version de lancement qui tutoie les 70 000 € avec plus grosse batterie, plus grosse puissance. Mais le succès est vraiment là et on en discutait un petit peu avant, ça lève pas mal de questions parce que c'est un succès étonnant parce que Fisker, c'est qui? C'était fondé par Henrik Fisker, qui est loin d'être un inconnu dans le monde de l'automobile. À la base, c'est un designer. Il a notamment fait la l'Aston Martin DB9, qui a
totalement, qui a fait revivre, à lui seul, il a fait revivre Aston Martin à l'époque. Mais après, si on parle de l'aspect, on va dire chef d'entreprise, dans le monde de l'automobile, il n'a pas eu que des succès. On peut penser, on peut se rappeler de la Fisker Karma, qui était une électrique à prolongateur d'autonomie, qui, bah oui, a pas rencontré un succès considérable et puis qui a fini par disparaître corps et biens, renaître un peu sous une autre marque plus tard. Donc malgré tout, il y a une confiance qui est là et qui semble être au rendez-vous si on en croit ces chiffres de commandes. Moi Ouais, ça ouais, me ça veut dire que les gens ont confiance quand même. Alors, effectivement, ce sont des voitures qui sont pas données, donc ça vise une clientèle encore une fois, peut-être un petit peu plus aisée et pour qui mettre une option de 5 000 $ sans trop savoir où on va ne pose pas vraiment de problème. Mais il se pose toujours la question de la confiance dans des entreprises comme ça qui sont très récentes, qui entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, n'ont rien prouvé puisque une entreprise automobile commence à prouver quand elle rentre dans sa phase industrielle et de sa phase de production, ce qui n'est pas encore le cas, ça va juste commencer. Et effectivement, on espère pour Fisker et on espère pour ses futurs clients qui ont déjà versé un acompte que tout va bien se passer. Mais quand on connaît les affres de l'enfer de la production, comme l'appelait Elon Musk, qui était pourtant déjà aguerri lors du lancement de la Model 3, on imagine bien que ça va pas se passer comme ça. On voit bien que du côté, par exemple, de chez Lucid, il y a des petits soucis de production avec la Lucid Air, qui est pourtant maintenant une marque qui est connue, les voitures sont commercialisées, l'usine est en place, ça tourne, mais aujourd'hui il y a eu quelques ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc tout ça pose question. Évidemment, on croise les doigts et on leur souhaite le plus grand succès. D'autant plus que ce Fisker, c'est Océan, hein, c'est ça, Ocean, ouais. semble bien né. Il est joli. Il a une ligne originale pour un SUV électrique, ce qui était pas gagné à la base. Donc à suivre. Alors, quand on parle d'électricité, on peut aussi parler de temps en temps de d'autres formes d'énergie moins polluantes. Et là, on va parler des biocarburants. Alors, on avait parlé déjà à 2 reprises de ce sujet brûlant, si je puis dire, qui consiste à rouler à l'huile de friture. Ça paraît toujours un petit peu étonnant de parler de mettre de l'huile de friture dans son réservoir d'essence, et pourtant c'est une réalité. Et alors finalement, on apprend que ça sera interdit, alors qu'on pensait que ça serait autorisé. Florent, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, c'était une mesure qui était proposée, dans l'examen, je crois, voilà, de la loi, pouvoir d'achat, proposée par les écolos, qui a été même soutenue par le gouvernement, donc ça a été voté assez facilement. Mais en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui a retoqué, la mesure. En fait, c'est pas qu'ils sont contre, c'est vraiment une question un peu de droit, c'est que c'était noyé dans un article, ils ont jugé qu'en fait, ça avait rien à faire là, rien à faire à cet endroit dans cette loi. Donc, c'est vraiment ce point-là qui coince, c'est pas l'idée d'utiliser, l'huile pour faire avancer les voitures. Pour l'instant, ça a été remis de côté, mais les députés, écolos ont dit qu'ils reviendraient très vite à la charge, notamment avec, la loi de finances, 2023. Et comme le gouvernement avait déjà dit oui une fois, ils vont pas à nouveau s'y opposer. Donc là, je pense qu'ils vont plutôt bien mettre les formes comme il faut pour que ça aille, vite et bien. D'accord, donc c'est pas une interdiction, c'est juste, on va dire un report, plutôt, technique qui est lié, finalement à la façon dont la loi a été construite. Oui, voilà, bon, c'est juridique, là, je vais pas rentrer, Mmh. je vais dire des bêtises parce que sûrement si, il y en a des auditeurs qui sont très calés, dans le juridique, ils vont peut-être, venir me taper sur les doigts en me disant: «Oui, non, c'est pas le bon terme, faut pas dire ça». Mmh. Mais, oui, voilà, c'est ça, c'est pas l'idée de, voilà, de rouler, à l'huile, qui est interdit. Alors après, il faut quand même remettre les choses en place. Oui, on en a déjà parlé. L'idée, c'était pas non plus de vider, sa friteuse, directement dans ce réservoir, hein. C'était d'autoriser, la commercialisation d'un carburant, à base de diesel, parce qu'en fait, ça concerne, les véhicules diesel qui incorporent une petite partie, d'huile de friture, usagée qui a été, traitée, recyclée.
Ouais. Alors ça pose quand même quelques questions parce que c'est, et d'ailleurs les lecteurs d'automobiles propres, ont beaucoup, échangé et débattu sur ce sujet, avec des remarques, souvent très intéressantes et notamment sur la question de est-ce qu'il existe réellement aujourd'hui une filière, de recyclage, et de distribution de l'huile de friture? Enfin, comment ça fonctionne? Ça, c'est la 1re question. La 2e question qu'on peut se poser, puisque tu en as parlé, est-ce que si ce soir je fais des frites, ou des nuggets chez moi, est-ce que je peux récupérer, le surplus d'huile de friture pour le mettre dans le réservoir de ma voiture diesel sous réserve qu'elle soit compatible? Ça peut fonctionner comme ça? Ou c'est quand même, ça fait appel à une chimie très particulière que seules des industries de transformation peuvent faire? Bah, déjà, il faut bien bien la filtrer parce que si tu as un résidu de frites, qui part dans le réservoir, le moteur il va pas aimer et puis, non, oui, il faut en fait, les moteurs sont pas adaptés pour, rouler comme ça à l'huile pure. En fait, certains le font déjà, mais sur des très vieux diesel, mais vraiment la première moitié, des années 90 Oui, pour, sans les injection vieux. directe, ouais, c'est ça qu'il faut. D'accord. Ouais, ouais. Et puis surtout, il faut, si tu fais ça, tu ne payes pas tes taxes, de carburant et ça, c'est probablement le plus gros problème qui va te tomber dessus, rapidement. C'est très mal vu, ouais. Voilà, très, Mmh. très mal vu. Donc là, si tu te retrouves, et puis en plus, oui, c'est là tu es parti pour, de sérieux problèmes juridiques si tu prends ce raccourci-là. Ce qui n'empêche Mmh pas mh. plein de monde de le faire, mais bon. Oui, Florent? C'est justement ce qui coince en fait, les taxes en fait, c'est considéré comme une infraction douanière en fait. C'est Exact. ça. C'est pas donc c'est parce qu'on ne payerait pas des taxes, associées et Mmh. d'ailleurs dans la mesure qui était faite, c'était, pour, encadrer, la commercialisation d'un carburant mais, il y avait pas d'avantage fiscal par contre qui était prévu, hein. C'était pas comme le 85, les députés, écolos, eux, leur motivation, c'était de recycler l'huile et puis comme il y en avait une partie incorporée, le carburant, au final, le mélange aurait été un peu moins cher. Mmh. Mais, le but, c'était pas, faire comme le 85. Si le 85 est nettement moins cher que de l'essence, c'est surtout, grâce à la fiscalité avantageuse. Mmh. Alors ça va nous permettre d'enchaîner sur le sujet suivant qui est également un sujet d'énergie et c'est notre focus de la semaine, c'est, le fait de faire le plein de sa voiture à hydrogène pourrait être un futur danger pour la planète. Donc, moi je croyais que l'hydrogène c'était très propre et qu'est-ce qu'il en est exactement, Pierre? Alors, en théorie, c'est très propre l'hydrogène parce que l'hydrogène, eh bien, il suffit, on s'en sert aujourd'hui majoritairement pour dans les voitures à hydrogène. Donc voilà comment ça fonctionne. Je fais ça très rapidement, Mmh. ne partez pas. Les voitures à hydrogène ont en général une pile à combustible qui sont alimentées par cet hydrogène. Cette pile à combustible produit ensuite de l'électricité qui est stockée dans une petite batterie tampon et après alimente un moteur électrique. Ça permet de régler pas mal de problèmes qu'on lit normalement à la voiture électrique, notamment le problème du temps du plein, puisque là, on se retrouve avec des temps de plein équivalents à celui d'une voiture thermique. Et ça règle aussi le problème de la production des batteries, puisque là, on a juste une batterie tampon d'une faible capacité, on n'a pas des fortes capacités de plus de 50 kWh et compagnie. Donc, voilà, la théorie, c'est ça. Mais ça soulève quand même, comme toujours de toute façon, de nombreux problèmes, des effets de bord. L'hydrogène, il faut le produire et il y a plein de façons de le produire et aujourd'hui, majoritairement, on le produit par un procédé qui s'appelle le vaporeformage, c'est-à-dire à base, je vous le donne en mille, de produits pétroliers. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On connaît plein d'autres façons de le produire de façon plus propre, mais c'est des façons plus chères. Donc on est déjà limité à ça. Maintenant, la nouvelle du jour qui nous intéresse particulièrement, c'est que de plus, il y a une autre difficulté, c'est que la molécule d'hydrogène est extrêmement petite, ce qui fait qu'il est très dur de ne pas avoir des fuites, voire
même quasi impossible, ce qui fait que une bonne partie de l'hydrogène que vous voulez mettre dans votre réservoir et que vous voulez consommer va disparaître, va passer à travers, soit être perdu au moment du plein, soit même passer à travers la paroi du réservoir. Ce qui serait pas une mauvaise chose. Seulement, l'hydrogène, c'est aussi un gaz à effet de serre qui est très violent, paraît-il même pire que le CO2 lui-même. Donc après, c'est une question de calcul. C'est-à-dire, de toute façon, vous allez en perdre. Il va y avoir une fuite d'hydrogène. Si cet hydrogène, vous en perdez 1%, on va dire, eh bien, voilà, on a cette première flèche là, on va dire. Ensuite, si cet hydrogène est produit de façon verte, eh bien, vous restez quand même plus près à 95% par rapport aux énergies fossiles. Et si vous avez toujours cette perte de 1%, mais c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile, on y gagne toujours 70%. Donc jusqu'ici, tout va bien. Seulement, si c'est pas 1% que vous perdez, c'est 10%, eh bien, votre hydrogène vert, eh bien, vous avez un gain qui est alors de 66%. Tout est encore parfait. Par contre, cette fois-ci, perte de 10% et hydrogène produit à partir d'énergie fossile. Là, eh bien, on passe au-dessus et on devient plus polluant. On a un impact plus important sur le réchauffement climatique de l'ordre de 25%. Donc, il faut pas, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, surtout que on a aujourd'hui, il y a un peu une vision de l'hydrogène comme le carburant du futur, mais comme toujours, il faut voir le procédé dans son ensemble, depuis, on appelle ça du puits à la roue, depuis la production jusqu'à eh bien la voiture. Et dans certains cas, eh ben, l'hydrogène, on peut le voir aujourd'hui, eh bien, peut être même la solution peut être pire que le problème à l'origine. Donc, il faut garder toutes ces variables en tête. Et il y a un travail qui doit continuer d'être fait, donc avant tout sur la production de l'hydrogène. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Oui, je disais qu'effectivement, il y a un débat, récurrent sur l'hydrogène. C'est, en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que l'hydrogène est fait pour la voiture individuelle ou est-ce qu'on doit réserver cette solution à des transports collectifs, plus importants? Florent. Bah, le souci viendra, comme Pierre l'a dit, déjà de la façon dont il sera produit l'hydrogène. Encore, bon, la fuite, c'est un problème qui a été mis. En fait, c'est un sujet qu'on a traité parce que c'est une ONG qui a tiré un petit peu une sonnette d'alarme pour cette partie-là. Bon, d'abord, le gros souci à régler, oui, c'est la production en lui-même de l'hydrogène, comment il vient. Donc, de toute façon, tous les constructeurs se rejoignent sur un fait, ou du moins une grande majorité, c'est d'abord le développer pour les poids lourds et les véhicules utilitaires. La voiture individuelle, on y viendra quand même parce que BMW, par exemple, on a annoncé ils vont lancer une nouvelle berline électrique en 2025 sur, une nouvelle base et ils ont déjà prévu que cette base peut servir à de l'hydrogène, donc d'ici la fin de la décennie. Donc, les constructeurs quand même pour la voiture individuelle y croient. Mais, donc on a le problème de la production, puis bon, bah, on refait toujours le même débat peut-être sur l'hydrogène, mais c'est la distribution aussi qui est complètement à la ramasse en France et puis même, généralement en Europe, à part certains pays qui sont un peu plus avancés que nous là-dessus. Mais bon, pour l'instant, on est assez à la ramasse. Donc le Mmh. souci, c'est on est déjà parti dans une direction qui est l'électrique, avec déjà, bah, les soucis que ça peut créer sur, la production des batteries. Là aussi, c'est un peu comme, l'hydrogène et la production d'hydrogène, c'est les batteries, ça peut être polluant à produire et on a comment les recharger nos voitures, donc développer le réseau de bornes. Donc si on part déjà sur de l'hydrogène, alors qu'on n'a même pas encore bien réglé comme il faut la question de l'électrique, est-ce qu'on peut vraiment avoir les 2 en même temps sur la voiture individuelle? Moi je pense pas. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec Florent. Je pense que c'est une solution qui peut s'appliquer
parfaitement aux utilitaires, notamment les gros camions de transport, où on voit que là, une solution 100% électrique, c'est pas demain qu'on l'aura pour traverser la France de part en part par un poids lourd à vitesse autoroutière. Mais là, par contre, une alimentation en hydrogène fait parfaitement sens. Par contre, voilà, sur la voiture Monsieur Tout le Monde, on arrive en plus aujourd'hui à un niveau de développement de la voiture électrique et même du réseau de charge. Tu l'as montré avec ton expérience cet été, où on commence à tenir la route pour le particulier. D'ici à ce que quelques années vont passer encore, si on s'engage en cette voie de l'hydrogène pour tous, l'électrique sera encore plus développé, avec un réseau de recharge encore plus développé. Est-ce que justement, ça serait pas pour le particulier une impasse une perte de temps et de développement? Mmh. Moi, j'ai tendance un petit peu à penser ça. C'est-à-dire que de toute façon, il faut arrêter de penser qu'il y a aujourd'hui, il faut pas chercher une solution pour tous les usages. On est arrivé maintenant à un stade où il y a plusieurs carburants pour une utilisation. Et ce qui permet en plus, au-delà de ça, eh bien, d'avoir une pollution, on va dire, plus uniforme. Eh bien, on va maîtriser point par point dans chaque domaine, plutôt que forcer une seule et à faire rentrer la même pièce dans toutes les cases, Mmh. ce qui est une erreur. Donc, selon toi, il vaut mieux que se focaliser sur un mode d'énergie par, mode d'utilisation ou par, type d'utilisation et non pas vouloir faire, tout pour, tout le monde. C'est-à-dire, en gros, l'électrique pour les voitures particulières et peut-être se focaliser et travailler sur le développement de l'hydrogène pour les transports collectifs, les cargos, les camions, les bateaux et Exactement, cetera. Mmh. c'est ce qui se fait d'ailleurs dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on travaille plus sur les utilitaires aujourd'hui, et à mon avis, ça devrait rester à l'utilitaire, ça devrait voilà être étendu aux bateaux, effectivement, qui est les bateaux de transport où là il y a évidemment pas de recharge possible en pleine mer, mais et qui sont très très polluants aussi. Et je pense que c'est déjà un axe de développement considérable et qu'on est à des années-lumière déjà d'avoir terminé. Donc, à mon avis, voilà, il faut, comme je le dis, avoir l'hydrogène pour l'utilitaire, l'électrique pour le particulier, et on est, à mon avis, quelque chose qui tient la route et d'efficace et de rapidement, autant que ça peut l'être, qui peut être mis en place rapidement. Voilà. Très bien, OK, ben, on verra, ce que ça donne, sachant qu'on continue quand même à suivre l'actualité de l'hydrogène parce qu'on sait que comme tu le disais Pierre, certains constructeurs, travaillent aussi sur le sujet, même pour des voitures particulières, ce qui peut paraître parfois étonnant, quand on sait qu'ils investissent aussi énormément dans la voiture électrique. Enfin, on verra tout ça. D'ailleurs, Le je termine juste sur l'hydrogène. On Oui? parle aussi, il y a Porsche qui revient à Mmh. la charge en voulant se servir directement de l'hydrogène comme d'un carburant, c'est-à-dire de reprendre un moteur thermique, en fait, une structure de moteur thermique avec des cylindres, et de se servir l'hydrogène directement comme d'un carburant sous forme liquide. C'est aussi, bon, là, ça reste dans la voiture d'exception. On se rappelle que BMW aussi l'avait testé il y a de ça bien 20 ans sur la série 7 avec bon, il y a un rendement qui est pas extraordinaire. On peut compter sur Porsche peut-être pour le faire tourner sur des véhicules d'exception, mais ça restera justement de l'exception. Oui, Porsche, qui, continue à investiguer toutes les sources, d'énergie possibles puisqu'il travaille aussi beaucoup sur les carburants de synthèse. Dernier sujet qui est, la question de la semaine. Ça concerne les salons automobiles. On en a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà un peu évoqué. Et alors, la grosse info de la semaine, c'est que le salon de Genève de 2023 n'aura pas lieu à Genève. Pourquoi Florent? Qu'est-ce qui se passe avec ce salon? Et ben, les organisateurs, une année de plus, ils jettent l'éponge, quoi. Alors non, chez certains de nos confrères, on peut lire que le salon va être, délocalisé au Qatar. Alors c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est que les organisateurs avaient signé avec le Qatar un accord pour que, en plus de Genève, les organisateurs de Genève organisent aussi un salon au Qatar. Et là, c'est le salon de Genève en Suisse qui a été annulé et celui du Qatar
qui est maintenu pour 2023, mais fin 2023. Alors le Pour salon de celui de Genève qui est ouais, le salon de Genève, c'est la 3e fois qu'il est annulé? 3 années de suite? Ça va être en fait, c'est la troisième fois, ça sera même la quatrième. Et la première en fait, c'est 2020. C'était le tout début, du covid où il a été annulé, 3-4 jours avant in extremis quoi. C'est un sacré souvenir, enfin je pense que Pierre, s'en souvient aussi quoi. On avait Certains les étaient valises faites. quasiment ouais voilà, les valises faites, enfin voilà, donc c'était un sacré souvenir. Et après 2021, c'était, vu la situation, les organisateurs aussi bien, enfin surtout la situation sanitaire, il y a pas eu de salon. Et par contre 2022 et maintenant 2023, le problème c'est plutôt économique, c'est plutôt les constructeurs ne veulent pas venir. Et donc là, je pense qu'ils ont dû sentir assez vite que pour 2023, le programme aurait été vraiment trop, trop, trop léger, quoi. Beaucoup de constructeurs ont dû leur dire: «Bah, nous, on vient pas». Donc ils ont préféré, jeter l'éponge que de faire un salon, qui a vraiment été quasiment une coquille vide, quoi. Mmh. Alors ça pose, plus généralement la question des salons automobiles. On sait qu'il y a eu beaucoup d'annulations ces dernières années, suite au Covid bien sûr, puisque évidemment le salon est par essence une activité événementielle et que l'événementiel a été frappé de plein fouet par la pandémie. Mais il y a pas que ça, on avait aussi constaté avant le Covid, plein de questionnements sur les salons automobiles, sur, la pertinence de continuer à faire des salons immenses, de faire venir beaucoup de monde avec aussi, le bilan CO2 qui est pas forcément très bon et alors que beaucoup de choses peuvent se passer en ligne, que les innovations technologiques sont souvent présentées sur internet d'abord, que les constructeurs font souvent leurs propres événements et des événements qui sont souvent assez réussis, en streaming. Donc ça pose plein de questions et puis on avait aussi constaté et moi je l'ai constaté depuis de nombreuses années, je dirais même depuis une dizaine d'années, cette tendance qui consiste à ce que les constructeurs automobiles, qui veulent présenter des innovations technologiques, ce qui est souvent de plus en plus souvent le cas maintenant avec le digital, profitent plutôt des salons tech pour les présenter que des salons automobiles traditionnels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était un peu la tech qui s'invitait sur les salons automobiles et maintenant c'est un peu l'automobile qui s'invite sur les salons tech parce que les constructeurs automobiles, cherchent peut-être une nouvelle clientèle, cherchent une clientèle plus jeune, plus branchée, sur le digital. Et moi, j'ai eu plein d'exemples, hein, ces dernières années avec Ford, avec Audi, et d'autres marques et BMW sur le CES, sur le Mobile World Congress à Barcelone et cetera, qui venaient présenter des nouveautés, qui après devenaient, mainstream, qui devenaient des nouveautés, grand public. Donc ça pose une vraie question. Alors si on fait le point sur les prochains salons à venir, on a quoi? On a le salon de Détroit quand même, le NAIAS, qui est une véritable institution, qui avait été, d'abord déplacé parce qu'il était trop proche du CES et que ça posait des problèmes justement parce que ça faisait un peu redondance, qui a été déplacé en septembre puis annulé à cause du Covid et qui revient cette année, donc en septembre, du 15 au 25 septembre à peu près, hein, de mémoire, à Détroit. Et puis après, dans les grands autres salons, on a le salon de Los Angeles qui aura lieu au mois de novembre, et le salon de Paris, si je ne m'abuse, au mois d'octobre. Oui, il faut pas oublier le salon de Paris qui lui, a pas été annulé là pour cette édition. La précédente en fait, elle a été annulée en raison du Covid Mmh. surtout, du contexte sanitaire, quoi. C'était vraiment risqué d'organiser ça, c'était 2020, donc la 2022, une nouvelle édition, c'est du 17 au 25 octobre, donc c'est un format un peu plus, raccourci. Mais là, voilà, malheureusement, ils ont beau essayer de faire, une formule, plus courte et moins chère pour les constructeurs, il y aura quand même beaucoup d'absences. Le Mmh. premier problème, en fait, qui a été, pour les organisateurs, c'est que les constructeurs, voilà, comme on dit, la dépense est énorme et le retour sur investissement n'était plus là. Donc ils ont préféré mettre l'argent, voilà, beaucoup dans la communication digitale. Donc il y aura quand même quelques marques et quelques nouveautés à Paris. Il y a le groupe Renault qui sera présent, Peugeot sera présent, DS, il y a Jeep aussi qui a été annoncé. Donc il y aura quand même quelques belles nouveautés électriques et hybrides à voir. Mmh. Alors la dernière grande victime de ces salons, si on peut dire, c'est Francfort, hein, qui était quand même le plus grand salon du monde, qui est un salon automobile absolument somptueux et totalement impressionnant quand on a l'occasion de le visiter. Je me souviens de la dernière édition à laquelle je suis allé, qui était probablement une des dernières, où j'avais été vraiment, impressionné, par exemple, par les stands des constructeurs allemands et notamment Audi. Le stand Audi, c'était, l'équivalent d'un terrain de foot sur 3 étages. Enfin, c'était monstrueux et ce salon a vécu, hein, apparemment, puisque l'an dernier, il a été remplacé par un salon justement beaucoup plus orienté tech qui s'est déroulé à Munich
et on ne sait pas grand-chose de l'avenir du salon de Francfort, mais j'ai l'impression que ça sent aussi le sapin comme pour Genève. Voilà, c'était le tour de l'actualité de la quinzaine. Ça a été un peu plus long que d'habitude parce que, évidemment, avec les vacances, on avait quelques actualités à rattraper. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast, qui sera de nouveau une interview d'un acteur important de l'électromobilité. À la semaine prochaine, salut!